Tondelier, bonjour. Bonjour Madame Chantrey, bonjour Madame Chabot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, secrétaire nationale des écologistes. On va évidemment venir à l'actualité très politique du moment, cette motion de censure qui sera examinée mardi, déposée justement par les socialistes. Votre position à vous, écologistes. Mais d'abord, on le voyait dans ce journal, la France suffoque, 73 départements vigilance orange canicule. Conséquences très concrètes, des écoles vont devoir fermer demain, à Tours, près d'une cinquantaine, dans la Sarthe aussi. Des associations de parents comme la SCPE demandent à Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, de donner des consignes le plus tôt possible, ce qui a été fait par le ministère lui-même. Comment on s'adapte, Marine Tondelier, vous, la patronne des écologistes, à ces températures caniculaires qui, dans le temps, vont, les experts le disent, s'installer? Il faudra installer des climatisations dans toutes les écoles? Alors bien sûr qu'il faut s'adapter, mais j'ai envie de vous dire qu'en même temps qu'on s'adapte, il faut aussi continuer à combattre le changement climatique parce que c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas pas assez vite et pas assez bien. Et donc on est affairé, on s'affaire à essayer de voir comment on adapte les écoles, les EHPAD, les hôpitaux à des températures pareilles. Mais il faut pas oublier que tant qu'on n'agit pas sur le changement climatique, sur l'environnement, alors chaque année ce sera pire. Ensuite, pour ce qui est des écoles, nous alertons depuis des années. Il y a un rapport d'Oxfam notamment qui était sorti il y a 2 ans, qui montre bien que nos écoles ne sont pas prêtes à de telles températures et que comme les périodes de canicule vont être plus intenses, mais aussi plus longues, ça va être de mi-mai à mi-septembre, elles vont empiéter sur la période scolaire. Et là, on arrive à ça, concrètement, il y a des enfants, et puis évidemment, vous voyez bien que ça va être plutôt en Seine-Saint-Denis, plutôt dans les quartiers prioritaires où les investissements ne sont pas faits. Le bâti scolaire dans certaines zones de ce territoire est dans un état catastrophique, donc c'est des bouilloires thermiques l'été et des passoires thermiques l'hiver. Nous, en Picardie, vous savez, la région de France avait tellement plus les moyens avec l'augmentation du prix de l'électricité et la baisse des dotations pour réchauffer qu'il y a eu des collèges, des lycées où ils ont fait cours cet hiver avec des gants, avec des moufles, avec des bonnets. Enfin, quel avenir on propose à nos enfants dans ce monde en fait. Dans un pays qui est la France, ça paraît en effet... Dans un pays qui est la France, et je dois vous dire que moi j'ai été extrêmement choquée au moment des économies budgétaires, de l'austérité, quand le fonds vert a été baissé de 55%. Nous étions scandalisés en tant qu'écologistes que le fonds vert, ça sert à ça. Le fonds vert, c'est pas de l'argent comme ça pour les collectivités, pour qu'ils fassent n'importe quoi. Le fonds vert, c'est pour préparer nos villes aux chaleurs de demain. Et donc, je voudrais qu'on note aujourd'hui que cette baisse du fonds vert de 55%, elle paraît complètement anachronique dans un monde où, au contraire, on a besoin d'investir d'autant plus qu'il faut se préparer à des chaleurs qu'on n'imagine même pas. Et je dois vous dire aussi que Christophe Cassou, le climatologue, il a dit cette semaine, ça a fait ouvrir les yeux à certains. Là, on parle de pics, 40 degrés, 42 degrés. D'ici 2070, ce sera des pics à 50 degrés en France. Et à 50 degrés, le maraîchage, les cultures maraîchages ne survivent pas. Il faut savoir que les vaches aussi, à partir de 25 degrés, sont en stress thermique. Là, j'étais dans la région du Comté, où ils envisagent de faire rentrer les vaches un mois l'été dans les plus fortes chaleurs, comme ils font l'hiver, parce qu'elles ne pourront pas supporter les températures dehors. Et ça, c'est en ce moment, mais d'ici quelques décennies, juste l'élevage va être remis en question par ces fortes températures. Donc on a vraiment une société qui se prépare mal à un risque que pourtant on voit venir depuis des années. Un risque que l'on voit venir depuis des années, néanmoins des critiques aussi sur la manière dont vous abordez les choses. Nous a été... C'est toujours de notre faute à la fin, retenez cette constante. Oui, mais des critiques dans votre propre camp. L'ancien candidat à la présidentielle, Yannick Jadot, le dit. L'écologie est devenue moralisatrice, c'est ce qu'il explique, vécue comme une agression dans l'intimité de nos concitoyens, qui se sentent en insécurité dès qu'ils sortent chez eux. Nous avons continué, nous, les écologistes, donc, à parler comme le GIEC au lieu d'être concret, Arlette Chabot. C'est peut-être ces propos de Yannick Jadot expliquent peut-être au fond les déconvenus, c'est-à-dire on a vu les propositions de loi, les projets de loi qui ont une coloration, si j'ose dire, un peu verte et que vous avez défendu ou tenté de défendre, que certains aussi dans l'ex-majorité, le groupe central ont aussi défendu parce que c'était des mesures mises en place déjà sous Emmanuel Macron qui expliquent les échecs, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à convaincre. Il y a une situation, il y a une rivalité, les Français la vivent et vous, non, vous perdez parce que vous ne savez pas expliquer et vous êtes, oui, on a l'impression d'être intrusif. Vous entrez dans la vie des gens. Bon, je ne peux pas vous laisser dire ça, puis je pense qu'on mélange beaucoup de choses. La première chose, c'est que Yannick Jadot a le droit de dire ça, on en a encore échangé hier au téléphone, et qu'il pose un problème qui est juste. Mais Madame Chabot, je ne peux pas vous laisser dire que tout ce qui se passe en ce moment en France
soit en drame écologiste, soit en recul écolo à l'Assemblée, est de la faute du mouvement écologiste. C'est un peu facile, au moment où certains jouent avec le feu, de se retourner vers les seuls qui tiennent encore la citadelle en disant c'est de votre faute. Moi, après, j'ai jamais eu aucun problème à me remettre en question. Certains disaient, mais vous n'étiez pas forcément très présent dans les rangs de l'Assemblée à ce moment-là. Pour la ZFE notamment. Vous mélangez plein de choses. Je sais bien, c'est feu sur le quartier général, donc je vais prendre les balles une par une. Premièrement, ce que cible Yannick Jadot dans son interview, c'est l'histoire du barbecue de Sandrine Rousseau de 2022. Oui. Alors je veux bien que toute ma vie, on me ressorte un propos de Sandrine Rousseau de 2022 qui était malheureux, qui n'a pas été compris. Mais Sandrine Rousseau, c'est pas la porte-parole des écologistes et on parle d'un propos de 2022. Moi, quand j'entends mes voisins allumer un barbecue, moi-même je suis végétarienne depuis 15 ans, bah, vous savez, je suis contente pour eux en me disant ils vont passer une bonne soirée. Vous n'arrivez pas avec votre seau d'eau pour éteindre le barbecue? Non, non, et puis je respire de l'autre côté, tout va très bien. Mais vous voyez, on est dans un monde où tout est dur et donc oui, les gens, ils ont droit au bonheur. Les gens, ils ont droit au bonheur, mais tout le monde doit aussi prendre conscience du fait que notre consommation, nos gestes quotidiens, ils influent sur la capacité même de nos enfants à habiter cette planète toute leur vie. Donc il y a quand même un sujet qu'il faut prendre en compte. Et les mais il va au-delà de ça, Yannick Jadot. Je vous interroge. On a parlé comme le GIEC. Ça veut dire, oui, mais peut-être de manière trop technique. Quand vous les alertes, vous me reprochez ça. Excusez-moi, il faut quand même bien que quelqu'un dise la vérité. Ouais. Donc puis de toute façon, en tant que responsable des écolos, je vois bien les choses. Hein. On alerte, on nous dit qu'on alerte trop, et puis si on n'alertait pas, on nous dirait qu'on joue pas notre rôle. Donc vous savez, notre position, elle est pas facile. On a l'habitude, de toute façon, de l'inconfort. Si on était pour le confort, on serait pas chez les écolos et à mon avis pas en politique. Mais il faut pas non plus dire n'importe quoi. Par ailleurs, on sait qu'il y a un syndrome de l'autruche. C'est documenté par les neurosciences. Donc c'est le syndrome de l'autruche, c'est pas une question d'intelligence, c'est votre cerveau qui se protège d'informations qui sont trop dures à encaisser. Ça marche aussi pour la dette, ça marche aussi pour le budget. C'est ce qui fait par exemple que quand vous êtes endetté, quand vous êtes en déficit sur votre compte, vous n'allez plus consulter votre compte. C'est ce qui fait que quand vous avez un examen un peu inquiétant à passer, médical, vous reportez la date et donc c'est des décisions qui sont compréhensibles à court terme mais qui sont délétères à moyen et à long terme. Et évidemment, l'emblème du syndrome d'autruche, c'est l'environnement. Et ce que les neuroscientifiques décrivent bien, c'est que pour en sortir, déjà, il faut expliquer aux gens. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui sont tétanisés là par ce qu'on se dit, les températures, etc. Et en même temps qui se disent, bah oui, mais mes enfants, mes vacances, mon barbecue, ma voiture, mon travail, évidemment que on est en dissonance tout le temps. Mes colis, mes commandes sur Internet. Donc il y a ça, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'informer bien. Et je vous remercie d'être une chaîne sérieuse, mais on voit que c'est quand même pas tout le cas de tous les médias en ce moment. Et donc du coup, quand en plus vous allez vous renseigner, puis on dit oui, tout va bien se passer, le progrès va nous sauver, puis le changement climatique, il y en a déjà eu au moment des dinosaures, et puis tout va bien. Enfin, on lit des choses quand même qui sont terribles, et même des présidents de grands pays du monde qui disent des trucs aberrants. Mais ce qui vous reproche, Yannick Jadot, c'est peut-être la méthode. Attendez, Yannick Jadot me reproche rien à moi. Non, à vous, au parti, aux écologistes, bien qu'on soit lucide, à sa famille politique. Non, mais c'est intelligent de se dire comment, face à tout ce qu'on vient de se dire, les écologistes cherchent une nouvelle voie. Et peut-être arrêter d'adosser écologie et punitif derrière. Oui, mais ça, c'est vous qui le faites, madame. Je suis désolée. C'est vous particulièrement, madame Chabot un peu plus, et surtout tous les journalistes. Non, je pose la question. Il n'y a pas que vous, en plus. C'est partout en Europe. On voit bien, regarde, aux élections européennes, il y a un an, on a constaté un recul des écologistes. Oui, ça veut dire qu'il y a une difficulté les écologistes pour vous. sont les boucs émissaires en ce moment, comme d'autres l'ont été dans l'histoire du monde. Parce que on vous accuse pas dès qu'il y a un problème, par exemple la crise agricole, j'ai entendu, y compris un Premier ministre, Gabriel Attal, aux questions au gouvernement, pointer du doigt les écologistes en disant « Agriculteurs, le problème, c'est les écolos. » Ah bon ? Sur le manque d'eau, c'est les écolos, c'est nous qui alertons depuis 40 ans. Sur les traités de libre-échange, c'est nous qui alertons depuis 40 ans. Sur le fait que les terres agricoles soient de plus en plus artificialisées, c'est nous qui alertons depuis 40 ans. Et il y a un problème, on dit « Ah, c'est les écolos. » Sur les aides de feu, on va se le dire, par exemple, sur les zones à faible émission. C'est une mesure qui a été mise en place par les macronistes avec beaucoup d'alertes. Moi, je sais, je travaillais à l'époque dans le secteur de la qualité de l'air et je suis militante écologiste par ailleurs. Les deux côtés de mon cerveau alertaient le gouvernement en disant cette mesure, elle ne marche que si elle est juste. Elle est nécessaire, mais elle ne marche que si elle est juste. Et qu'on aide à la transition. Quand le gouvernement supprime les aides à la conversion automobile et la surprime ZFE à l'arrache totale en fin d'année, quand là ils suspendent l'aide à la rénovation thermique des logements, vous ne pensez pas que c'est eux qui sont punitifs ? Nous, notre écologie, elle tend la main, elle protège. Dans les vies d'écologistes, vous allez voir que dans les jours qui viennent, il fera bon vivre dans les vies d'écologistes. Ce sera dur quand même, la canicule. Mais à Lyon, il y a 700 îlots de fraîcheur qui ont été installés dans toute la ville. Il y a des pistes cyclables dans toutes les villes écolo qui ont été installées. Il y a beaucoup plus de nature en ville. Enfin, vous voyez, c'est
une vraie philosophie d'anticipation de ce qui va se passer. Parce que nous, on le voit venir. Philosophie d'anticipation. Quand j'entends parler d'écologie punitive, ce qui nous punit aujourd'hui, c'est ce gouvernement. Non, mais donc c'est l'absence de mesures écolo et l'absence d'accompagnement des gens. C'est l'écologie qui n'a aucun sens. Sur la méthode et la manière dont vous faites passer votre message. Vous avez publié sur vos réseaux sociaux, X, une vidéo qui est devenue virale en quelques jours. Vous taclez évidemment un opposant politique qui est Laurent Wauquiez parce que vous êtes dans la région Rhône-Alpes. Vous êtes dans un TER, je crois, bondé, surbondé, et vous dites... Alors, je sais que je suis dans le RERB, là, regardez-moi ça. Voilà, exactement. C'est le TER Lyon-Valence. Oui. Vous dites, je sais que plus les élus écolos demandent d'avoir plus de trains, parce qu'il y a beaucoup de monde, plus de fréquences et que les rames soient plus confortables pour les usagers, je sais à quel point ils se font maltraiter quand ils posent des questions là-dessus. En fait, les usagers de la SNCF et des TER sont aussi maltraités que les élus écolos. Trêve de... Il y a cette vidéo-là, mais ça parle. Ça parle, ça c'est concret. Merci de me dire que je fais bien. Non, mais et c'est peut-être que vous envoie Yannick Jadot et quand message. Non, mais c'est aussi, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne dit pas forcément contre moi personnellement et que avec Yannick et avec d'autres, on travaille ensemble à trouver les bons mots, les bons messages, les bons médiums. Et je vais vous dire, si la solution simple, évidente, elle existait, on l'aurait tous trouvée. Donc voilà, c'est pas que notre problème, parce que par ailleurs, quand l'écologie recule, c'est pas juste nous qui sommes punis, c'est tout le monde, c'est votre santé, votre environnement et l'avenir de vos enfants. Mais vous avez ce TER. Quand j'ai posté cette vidéo, j'ai eu beaucoup de commentaires un peu acerbes de gens genre elle prend un TER une fois dans sa vie, bienvenue dans notre monde. Non, moi le TER, je le prends pas quotidiennement parce que des fois je reste 2 jours au même endroit, mais entre Hénin-Beaumont et Lille, là j'étais dans la Drôme, je l'ai pris hier entre Dunkerque et Lille parce que je rentrais pour venir à cette émission de la manif de soutien à Jamel Benjabala assassiné il y a bientôt 1 an. Je suis tout le temps en TER et je dois dire que moi j'admire les gens qui continuent à le prendre, dont je fais partie. On sait pourquoi on le prend, pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons économiques, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a plus moyen d'avoir une voiture. Et quand je vois dans quelles conditions on fait voyager les gens, j'ai honte en fait. J'ai honte. Et vous savez, les politiques qui s'en fichent, c'est des politiques qui ne prennent pas le TER. Laurent Wauquiez, je ne sais pas la dernière fois qu'il a pris le TER. J'en vois certains en campagne, ils disent on va prendre le métro une fois, on va avec 40 journalistes, on va enlever d'ailleurs les passagers pour qu'on ait plus de place pour nos photos. Et la campagne. Franchement, moi, les transports en commun, c'est mon quotidien et c'est le quotidien de tous les élus écologistes, qu'ils soient maires, qu'ils soient conseillers municipaux, départementaux, régionaux. On prend tous le train tout le temps. Et donc ce que vous vivez, nous on vit aussi. Et si on pouvait arrêter de mettre de l'argent dans des autoroutes qui serviront à rien, qui coûteront trop cher et qui seront obsolètes, et en plus qui détruisent la biodiversité, et plutôt le mettre dans les transports du quotidien, je pense que tout le monde s'en porterait mieux. Merci de m'avoir permis d'en parler. Non, mais ça veut dire que, en fait, les gens vivent des situations, tous les citoyens, mais quand vous leur parlez, ils ne vous entendent pas. C'est ça qui pose un problème. Là, ils vous entendent parce que c'est concret, etc. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est la manière de parler. Non, c'est le sujet, Madame Chabot. C'est le cerveau humain. Les neurosciences le montrent. Le cerveau humain n'est pas câblé. On le vit. Non, mais le cerveau humain n'est pas câblé. Vous devriez être des héros nationaux. Vous devriez être des héros. Vous êtes peut-être plus forte que les scientifiques. Moi, non. Je les lis. Et les neurosciences documentent que le cerveau humain n'est pas câblé pour se prendre en pleine poire ce risque qui menace l'habitabilité de la planète pour nos enfants, sur lequel personne n'a totalement prise. Enfin, même si tout le monde arrête, retient sa respiration et bouge plus, on est dedans. On est en plein dedans. Nous, la différence, c'est que ça fait 40 ans qu'on le dit. Et que quand on le disait, des éditorialistes se moquaient de nous. On s'est fait moquer, conspuer, ridiculiser. Et ça, c'était dans les bons jours. Parce que dans les mauvais jours, c'était la fabrique du doute. C'était des menaces, des humiliations contre les scientifiques. Les grands pétroliers aux États-Unis, dans les années 70, ils ont mis en place la fabrique du doute. En allant dénigrer, diffamer des scientifiques, en les menaçant à leur domicile, en déployant beaucoup d'argent. Au lieu de dire on va faire de l'argent pour la transition, non, ils mettaient de l'argent pour expliquer l'inverse. Et les rapports, c'est eux qui les ont eu en premier. Des rapports internes qui leur montraient que leurs activités menaient l'humanité dans le mur. Aujourd'hui, eux, ils sont dans l'impunité. Par contre, les jeunes qui vont se coller la main à un tableau ou jeter de la soupe sur une vitre, eux, ils font de la garde à vue. Et ça, je ne le comprends pas. Je vais vous dire, on est en 2025, tout le monde sait, même Donald Trump, il sait dans un coin de sa tête qu'il y a quand même un problème avec le climat. Tout le monde le sait. Mais notre incapacité collective à réagir, elle est affolante. Moi, elle me déroute. Mais je vais vous dire, mais c'est ça typiquement que les gens peut-être ne comprennent pas. Tous les changements de méthode que vous voulez, je suis la première, je suis une femme, jeune du Pas-de-Calais, je doute tout le temps, je cherche tout le temps des nouveaux chemins. Mais il y a un truc que j'accepterai pas, c'est qu'on explique que c'est de notre faute. Voilà. Juste concrètement demain aussi, commission mixte paritaire. Peut-être une nouvelle pierre dans votre grand champ, ou pas d'ailleurs, mais commission mixte paritaire sur la proposition de loi Duplon qui propose de lever des contraintes concernant l'usage des pesticides ou encore du stockage de l'eau. Là, c'est très concret aussi.
Qu'est-ce que vous dites si la commission mixte paritaire devait trancher en faveur de ces nouvelles levées de restrictions? Déjà, je reviens parce que vous avez dit un petit truc tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de réagir sur votre groupe, il n'était pas présent. Sur la loi ZFE. Sur la loi ZFE. Des bancs. Nous étions. Des bancs. Alors, c'est les macronistes qui ont inventé ça. Ouais. Notre taux de présence sur cette loi chez les écolos, elle est de 36%. Pourquoi? Pas parce que les autres, ils sont à la plage, mais parce que... en circonscription. Non, mais aujourd'hui, à l'Assemblée, ça travaille n'importe comment, dans tous les sens. Et donc, il y a des commissions hyper importantes sur la loi réforme audiovisuelle, par exemple, en même temps qu'il faut être en séance sur les ZFE, de 9h à minuit tous les jours. Enfin, ça, et notre groupe... Pardonnez-moi, c'est un argument aussi que les écologistes utilisent quand des textes passent pour dénoncer Oui, mais nous, on n'est jamais... On est un groupe très mobilisé. Notre groupe était le deuxième plus présent sur les textes dont vous venez parler. Donc, je ne prends pas ce point. Je ne prends pas non plus le point des gens qui ont expliqué « Ah, mais la loi du plomb, les écolos, ils avaient fait trop d'amendements. Ouais. » On avait fait 55 amendements par article, là où en député RN, sur la loi fin de vie, on avait fait 800 sur un seul article. Là où les députés macronistes, on avait fait 300 par article sur la... Vous savez, quand la France Insoumise a essayé de faire une niche, dans sa niche, sur la fin de la réforme des retraites. Donc, en fait... C'est évident que des écolos, sur un texte comme ça, se mobilisent. Et 50 amendements par article, il n'y en avait aucun de... Vous savez, des fois, il y a des exemples d'amendements où vraiment on dit ils se moquent de nous. C'était que des amendements de fond. Parce que les sujets dont on discute sont primordiaux. Sur la loi du plomb, il faut que vos éditeurs sachent que, par exemple, ça va permettre de remettre en circuit des substances qui sont néfastes pour la santé. On parle de néonicotinoïdes. De néonicotinoïdes et même, deuxième mot compliqué, d'acétamipride. L'acétamipride, c'est un neurotoxique dont les études montrent, c'est des études officielles. Par exemple, la cohorte ELF, vous savez, c'est une cohorte qui suit les enfants. 46% des enfants de la cohorte ELF a de l'acétamipride dans les cheveux, alors qu'elle a été mise sur le marché qu'en 2004 et elle a été interdite en 2018. Donc vrai recul. Et ben là-dessus, alors c'est pas juste qu'ils en ont dans les cheveux, c'est que ça traverse la barrière placentaire, donc ça, dans le ventre des mamans, ça affecte les fœtus, et c'est dans le liquide céphalo-réchidien aussi des enfants, donc ça affecte le cerveau. 80% des Français sont contre qu'on remette cette substance dans l'air. L'État français a fait des mémoires à l'Europe pour demander à ce que ce soit interdit au niveau européen. C'était Monsieur de Normandie. Il a produit des études scientifiques pour dire c'est dangereux, il faut l'interdire au niveau européen. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On le remet, alors 80% sont contre, et on ne le remet même pas au terme d'un débat parlementaire. On le remet en ayant refusé de débattre en hémicycle. Moi, je vais vous dire sur ces sujets... Motion de rejet, en effet. C'est technique, mais... Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat en hémicycle et que c'est 7 députés et 7 sénateurs, demain, qui, dans une commission mixte paritaire, vont en huis clos, sans qu'on puisse même avoir de compte-rendu de savoir qui a dit quoi, qui a défendu quoi. Ils vont pouvoir remettre des substances toxiques dans l'air. Moi, je vais vous dire, c'est un sujet tellement grave que je pense que ça devrait faire l'objet d'un référendum. Je l'ai dit à Emmanuel Macron. Je l'ai interpellé personnellement quand je l'ai croisé à Nice au sommet des océans. Je dis, Monsieur Macron, vous avez proposé un référendum le 31 décembre. Vous n'aviez pas l'air de bien savoir pourquoi. Et des mois après, vous ne savez toujours pas sur quoi poser la question. Sujet aller. Et ben moi, j'en ai une. Parce que je pense que la santé... Vous savez, par exemple, il y a des risques pour la santé. Vous les prenez pas. Là, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, c'est comme ça qu'on s'intoxique. Et on n'a pas prise. On est encerclé. Et donc, c'est vraiment un sujet démocratique. Et aux agriculteurs, aux professionnels qui disent, nous avons besoin de ces substances. Les agriculteurs, vous savez ce qu'ils disent? Surtout, ils ont besoin de vivre bien. Moi, j'étais encore dans la Drôme. Où je suis allée en TER, et j'ai croisé un éleveur de moutons avec qui je vais aller faire une estive. D'ailleurs, je lui ai promis de revenir dans 15 jours pour aller faire une estive 24 heures avec lui. Message il gagne 800 euros par mois alors qu'il travaille 80 heures. En fait, c'est ça le problème principal de l'agriculture, c'est leur revenu. Et donc, refuser d'adresser le sujet des revenus en disant « Alors, on vous offre des méga-bassines, ah bah ça va aggraver le problème l'eau, on s'en fout. On vous offre des pesticides, ils pourront même les épandre par drone maintenant, les riverains apprécieront. On leur donne, allez, les zones humides, hop, on peut construire dessus. » Vous pensez que ça aide vraiment les agriculteurs à la fin? Je ne suis pas sûre, et c'est un vrai débat de société qu'on doit mener. On a le droit de ne pas être d'accord d'ailleurs, mais il faut qu'on le mène en transparence. Et donc moi, je souhaite que cette question, elle soit posée aux Français, que chacun se fasse un avis, qu'on ait les études. Quand je vais dans le bureau de François Bayrou, avec Cyril Châtelain et Mélanie Vogel, Assemblée Sénat, on y va toutes les trois. Bon, déjà, 3 femmes, ils n'ont pas l'habitude. On lui parle de l'acétamipride, il fait « Oui, mais vous dites... » Je fais mal l'accent de François Bayrou. Il dit « Oui, mais vous dites que c'est dangereux, mais moi j'ai des études qui prouvent que c'est pas dangereux. » On dit « Ah bon? Vous avez des études qui prouvent que c'est pas dangereux ?» Bah, ça nous intéresse. Alors, il ouvre une pochette et je fais, attendez, j'espère que c'est pas des études du ministère de l'Agriculture. Parce que moi, ayant travaillé sur le sujet, j'ai un peu l'habitude. Non, je vais en trouver une autre. Alors, il y avait 12 sous-pochettes. Il y avait le logo du ministère de l'Agriculture partout. Et je vais vous dire, dans cette loi, par exemple, il est écrit que maintenant, c'est plus l'ANSES qui sera figure de proue là-dessus. Ce sera le ministère de l'Agriculture. Sauf que le ministère de l'Agriculture, il est peut-être très bon dans l'agriculture. Bon, moi, je défends un autre modèle, mais il n'est pas expert en santé publique. C'est-à-dire que ça passe de la santé à l'agriculture. C'est ça, quand même dingue. de l'ANSES. Vous vous rendez compte ce qu'on fait? La santé de nos enfants,
va être maintenant protégée, alors que, je les invite à aller rencontrer les parents des enfants victimes de cancer pédiatrique dans la vallée de l'Aunis, dans certains endroits, à qui l'ARS ne sait même plus quoi raconter. Il faut les regarder dans les yeux, ces parents. Les situations sont en effet... Il faut les regarder dans les yeux, ces parents qui ont leur enfant. Alors, moi, mon collègue Franck Rinchet, par exemple, qui est maintenant, il était chauffeur de bus, il est devenu élu écolo, il défend ça, son petit garçon est en rémission. Donc, c'est une super nouvelle, mais vous imaginez ce qu'ils ont traversé. Et lui, il voit ces textes passer où on lui dit, tiens, on remet dans l'air, ça, on va y prendre par drone. Mais c'est tétanisant, en fait. On parle de sécurité toute la journée avec Darmanin et Retailleau, mais la sécurité, c'est aussi ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire. Après, cette commission mixte paritaire n'aboutira peut-être pas à un accord. Nous ferons tout pour qu'elle n'aboutisse pas. Et donc, je serai en manifestation à partir de 14h aux Invalides. Et ce soir, il y a une grande nuit à l'Académie du Climat avec Corinne Lepage, avec Delphine Bateau. Vous voyez, par exemple, c'est des écologistes avec qui je ne suis pas toujours d'accord, mais quand ils le font, on est tous là parce que c'est vital. Et le Bloc central était relativement mal à l'aise avec ce sujet. Et je vous remercie de nous avoir permis de parler d'écologie longuement ce midi. C'est devenu rare dans les médias français. Au vu de la situation et des 40 degrés que l'on approche ces derniers jours, ça paraissait quand même aussi indispensable. On fait une courte pause, Marine Tondelier, et dans quelques instants, on abordera la situation politique du pays, cette motion de censure déposée contre le gouvernement qui sera examinée mardi à l'Assemblée. François Bayrou en sursis. A tout de suite avec la patronne des écologistes sur LCI. Votre programme avec myvariation.com. Suite de LCI Midi avec notre invitée Marine Tondelier, la patronne des écologistes. Je le disais, la situation politique du pays est on ne peut plus mouvante. La suite et les conclusions du conclave sur les retraites n'a pas abouti à un accord. Quelle surprise, dites-vous, plein d'ironie dans les yeux. Il semble l'avoir dit juste avant qu'il commence. Donc, oui, c'est vrai. On aurait gagné quelques mois en nous écoutant. Vous l'envisagiez déjà très sérieusement. Mais bon, pas d'accord, mais des avancées. On verra ce qu'elles sont et ce que vous dites de ces avancées qui ne sont quand même à noter, notamment sur les carrières des femmes. Mais d'abord, cette motion de censure déposée donc par vos alliés, comme on les appelait, du Parti socialiste. À l'instant, le Premier ministre parle de cette motion, dit c'est une blague, une vaste blague. Et en écho à cette motion, les propos d'un ancien président, membre du Parti socialiste, François Hollande, qui dit « Je voterai la motion de censure dès lors que le RN ne s'y associera pas ». Est-ce que vous êtes également sur cette ligne? Parce qu'arithmétiquement, si le RN n'y va pas, ce serait une motion pour rien. Et moi, j'en ai marre de jouer, en fait. Ça fait des mois qu'on perd. Parce que on a alors un coup c'est le PS qui dit on lui laisse sa chance. J'ai vu qu'Olivier Faure, que par ailleurs j'aime beaucoup, avec qui on échange énormément, mais là-dessus je suis pas d'accord. Quand il dit on voulait laisser sa chance à François Bayrou, mais non, on voulait pas laisser sa chance à François Bayrou parce que ils ont l'air surpris là, que ça marche changer pas. La réforme. Non, mais ils ont l'air surpris que ça n'ait pas marché. Enfin, tout le monde aurait pu leur dire, y compris François Bayrou lui-même. Donc bref. Là, maintenant que le PS se met à vouloir voter la censure, on a le RN qui dit nous non. En fait, c'est quoi le jeu? C'est de laisser François Bayrou le plus longtemps possible, parce que c'est pas juste François Bayrou et à Matignon, on n'est pas content. C'est les réformes qui passent semaine après semaine. Je suis désolée, le budget qui a été voté, qui a fait en sorte qu'il y ait 55% en moins sur le fonds vert, que vos aides à la conversion automobile soient supprimées, qu'il n'y ait pas d'argent sur ma prime rénov pour isoler vos logements. On nous avait dit mais l'aide est sous-utilisée, donc ça ne changera rien. Résultat, en septembre, ils suspendent l'aide parce qu'il n'y a plus d'argent. Ils ont baissé aussi, c'est comme ça, sur plein de sujets qui sont importants. Donc vous voulez pas leurs économies qui sont punitives pour les Français. C'est pas mon écologie. Vous voulez pas une motion de censure pour le symbole. Je veux une motion de censure qui passe. Ici. Et donc nous, on est cohérents parce que on les a votés. Je crois qu'il y en a eu 7 ou 8. On les a toutes votées. Et on continuera à le faire. Par contre, les gens qui sont là, moi je la vote à condition qu'elle passe pas, vous servez à rien, excusez-moi. C'est pas un jeu, c'est pas un prétexte de pouvoir dire j'en ai voté une comme ça pour la gloire. Une motion de censure, c'est fait pour censurer un gouvernement. Et ce gouvernement, moi j'ai dit depuis le début que rien qu'avoir Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, c'était un motif de censure à lui tout seul. Et chaque semaine, même récemment, chaque jour, m'a donné des motifs de censure supplémentaires. Voilà. Mais ça veut dire que depuis le début, vous êtes en désaccord avec les socialistes. Il fallait pas donner une chance. Là-dessus, oui. Ils ont été naïfs en imaginant que du conclave pourrait sortir des améliorations de la réforme. Non, mais moi, je pense qu'ils regardaient l'opinion publique et qu'ils avaient peur du procès en crédibilité parce que les Français commençaient à dire « Ouh là là, si on n'a pas de budget, comment on va faire ?»
et c'est un problème, mais c'est Macron qui nous a mis dedans, en faisant une dissolution qui va affoler les marchés financiers. C'est pas l'écologie qui a affolé les marchés financiers, c'est la dissolution de Macron, en refusant, en faisant de l'obstruction tout l'été pour pas nommer Premier ministre pendant que ces réunions interministérielles du gouvernement démissionnaire crantaient tous les trucs, puis en mettant Barnier qui ne tenait en fait que au RN. Donc voilà, donc Macron a une lourde responsabilité, et puis la deuxième grosse responsable, c'est Marine Le Pen. Excusez-moi, enfin, elle sert à quoi en fait? Avec elle, franchement, les intérêts du peuple sont bien gardés. Regardez, vous lui donnez au fond la non, clé mais avec elle, les intérêts du peuple sont bien gardés, parce que franchement, vous lui donnez à nouveau l'ascendant. Sur les retraites, il y a 4 millions de salariés aujourd'hui actifs qui attendent de savoir si on va mettre dans les critères de pénibilité les charges, les postures pénibles, les charges lourdes et les vibrations mécaniques. C'est 4 millions de salariés. C'est les maraîchers, les aides ménagères, les aides-soignantes, c'est les carreleurs, par exemple. Enfin, c'est tout un tas de salariés. Ils attendent ça. C'est le moment, si vraiment on est du côté du peuple et des salariés, de mettre tout son poids dans la bataille en disant « Monsieur Bayrou, c'est pas, je sais pas quoi t'essayes. Je m'en fous qu'il essaye, je veux qu'il réussisse. Il a un objectif de résultat. Donc c'est soit t'arrives à faire ça, soit on te censure. » Là, quand le RN dit par avance, nous on censurera pas, on attend l'automne, mais ils attendent quoi? Ils attendent encore 4 mois de ce type de mesure, mais donc, de ce type de régime. Si on est clair, est-ce que vous appelez le RN à s'associer au vote de cette motion mardi? Sortez de l'hypocrisie. Ouais. Il nous explique à longueur de semaine, moi je le vois chez moi, Hélène Beaumont, on est du côté du peuple, on vous protège, on est contre le système, mais enfin, le système ne tient plus qu'à eux. Et eux, ils disent non, on leur donne encore 4 mois. Pourquoi faire? Parce qu'ils disent que le vrai rendez-vous, ce sera le budget ou ce sera la loi. Non, mais je vais vous dire, Marine Le Pen, là, hier, elle disait attention, il faut se préparer à une dissolution. Oui. Ah bah oui, ils doivent se préparer eux. Parce que on dit parfois, il y a des brebis galeuses au RN, c'est pas des brebis galeuses, c'est tout un troupeau. Tout un troupeau. Il y a encore un quart des députés qui est inculpé parce qu'ils sont sur des groupes Facebook où on prône l'islamophobie, des appels au meurtre, de l'antisémitisme, de l'homophobie. C'est ça la réalité de ce groupe. Avec une demande générale des patrons de se retirer de ce alors là, c'est fini, vraiment, on a fait le ménage. Bon, j'aimerais pas qu'ils fassent le ménage chez moi parce que ça n'a pas l'air d'être très bien fait. Et donc, résultat, ils sont pas prêts. Parce qu'ils ont un quart de leur groupe qui est sur des groupes dont les propos sont répréhensibles par la loi. Et c'est en ça, vous dites qu'elle ne veut pas et qu'ils ne veulent pas aller à la censure parce qu'ils font leur petite manœuvre électorale. Voilà, c'est les nôtres avant les autres, c'est leur slogan. Donc au moins c'est transparent. Et donc ils étaient censés mettre des coups de pied dans les urnes. Moi, c'est ça les affiches que j'ai c'est moi quand j'étais petite. Et résultat, ils sont les tenanciers du système qui ne tient plus que par eux. Il y a une petite ficelle qui tient le système, c'est Marine Le Pen qui la tient et elle a décidé de la laisser encore 4 mois. Pourquoi? Moi je comprends pas. Sur la naïveté, Arlette Chabot... La naïveté des socialistes, c'est vrai, mais le vrai rendez-vous, là, c'est ce que dit le Rassemblement national et c'est pas faux, c'est quand même le budget. C'est là que sont faits les choix essentiels. Mais vous voyez bien dans quel schéma on va se retrouver au moment du budget. Le budget il se prépare maintenant. Donc oui, c'est ce gouvernement, non mais c'est ce gouvernement qui le prépare. Bah moi, j'aimerais que ce soit un autre gouvernement qui le prépare. Parce que je sais très bien ce qu'il prépare. On l'a vu avec Attal, les 10 milliards de décrets, là, paf, près de plus de 10 milliards en moins, dont un quart sur l'écologie. Puis on a vu Barnier, on a vu Bayrou. En fait, il y a eu une dissolution. La plupart des Français, l'immense majorité des Français, même de ceux qui n'ont pas voté, voulaient un changement de cap politique. Et Macron est allé encore plus vite dans son cap politique à lui. Et vous voulez une nouvelle dissolution aujourd'hui? Non, je ne demande pas une dissolution. Je demande... La dissolution, elle a eu lieu. Les urnes ont parlé. Je demande à ce que le résultat des urnes soit respecté. C'est-à-dire un changement de cap politique, plus de justice sociale, plus de justice environnementale. Là, ils vont nous présenter dans quelques jours leur budget. On va pleurer. Hein. Et ce sera très concret. Là, ce sera très punitif. Mais donc, vous ne partagez pas la lecture de Marine Le Pen qui dit à ses troupes hier... Je ne partage pas grand-chose avec Marine Le Pen. Ça, on a bien compris. Mais sur le moment politique, elle dit il serait assez dangereux, je crois, de se convaincre qu'il n'y aura pas de dissolution prochaine. Mais nous, on est écologistes. Donc, je vais vous dire, on se prépare à tout le temps. On est un parti d'anticipation, d'adaptation. J'ai quand même démontré... C'est ça que vous voulez dire parfois. Non, mais j'ai quand même démontré le 9 juin dernier que je n'étais pas prise de court, comme certains qui étaient là, une dissolution, comment on va faire? Je l'ai appris à 20h30, à 20h32, on était en campagne. C'est comme ça, on est prêt à tout le temps, le papier est réservé. On n'a pas peur de la dissolution. Et on a plutôt démontré l'été dernier que Emmanuel Macron, qui voulait nous jeter une grenade d'égouppier dans les jambes, ce qui était une expression que j'ai trouvée très irrespectueuse, puisqu'il était à Oradour-sur-Glane quand il a dit ça. Je trouvais ça démenti par son entourage. Mais il s'est quand même pris les pieds dans sa propre grenade. Je ne sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, ça lui a pété au visage. Vous vous êtes préparé à cette dissolution. Est-ce que vous vous préparez à la présidentielle, Arlette? Nous n'avons pas peur des urnes. Présidentielle 2027. Rendez-vous cette semaine avec les forces de gauche. Quel vous participerez, des gauches, c'est ça? Vous prenez une tête suspicieuse. Non. Je pose une donc question. Je vous confirme. Je suis interrogative, pas suspicieuse. Vous allez être très rassurés de savoir que oui, nous avons une réunion le 2 juillet. Donc
où Lucie Castet sera présente, les socialistes, des communistes, Clémentine Autain, François Ruffin. Je ferme les yeux, j'ai l'impression de revenir un an en arrière. Beaucoup de Français doivent se dire, ça y est, on parle de dissolution. La gauche cherche un Premier ministre ou une Première ministre. Que voulez-vous que je vous dise? On a un président de la République qui est le principal Gaulois réfractaire de ce pays et qui a refusé de respecter les résultats des urnes. Un an en arrière, à la différence qu'il n'y aura pas... Attendez, on stagne peut-être dans le débat politique, mais on ne stagne pas dans la politique publique, parce que la politique publique, elle a régressé pour la justice sociale. Mais là-dessus, il est temps de commencer à réfléchir sur une incarnation pour l'élection 2027. Oui, mais c'est pas qu'un sujet d'incarnation. Alors je sais bien que la Ve République, la présidentielle française, c'est une obsession pour tout le monde. C'est un vrai sujet, d'ailleurs. Oui. C'est un sujet, mais moi je défends le théorème de l'entonnoir. Vous voyez ce que c'est un entonnoir? Il y a un bout très large, un plus petit. C'est très pratique, à condition qu'on s'en serve dans le bon sens. Et donc si on essaye de rentrer par le côté le plus compliqué de l'entonnoir, on n'arrivera nulle part. La question qui est posée cette semaine aux partis politiques de la gauche et écologistes, c'est voulez-vous, oui ou non, battre l'extrême droite? Et cette question elle est très simple. Il y a un an, il y avait Jordan Bardella, pas très loin de Matignon. On a été capable, pour cela, de s'unir et de gagner. Pourquoi un an plus tard, alors qu'ils sont aux portes de l'Élysée, on ne devrait pas avoir le même sursaut? Alors, je ne sais pas si ce sera Le Pen ou Bardella, ce sera celui des deux qui n'est pas en prison d'ici là, on verra. Mais du coup, il y a un vrai danger. Et donc, la question, moi, je la pose à tout le monde. J'ai bien compris que Jean-Luc Mélenchon, il ne voulait pas venir. Bon, c'est sa responsabilité. Mais moi, je pose la question à tout le monde. Est-ce que vous pensez que la situation est plus favorable que la fois dernière, qu'il n'y a plus de risque RN? Alors dans ce cas-là, faisons ce qu'on veut. Moi, je pense qu'elle est pire, et donc je veux que tout le monde soit à la table. Et je le dis à Jean-Luc Mélenchon, mais je le dis aussi à Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann qui dit « Ah bah oui, mais moi je veux pas être avec Jean-Luc Mélenchon. » Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne viendrait pas. Donc Raphaël Glucksmann, maintenant que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne viendrait pas, vas-tu venir discuter, travailler avec nous? Et la porte restera ouverte jusqu'au bout à tout le monde, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, et celles et ceux qui tergiversent, je pense, ne se rendent pas compte, parce que peut-être qu'ils sont lâches, peut-être qu'ils sont privilégiés, comme je l'avais dit à propos de Bruno Le Maire cet été. Ils ne se rendent pas compte. Moi, j'étais hier à Dunkerque. Hommage à Jamel Benjabala, victime d'un crime raciste. 31 août dernier, le chef des brigades patriotes du Nord le renverse et lui roule 3 fois dessus devant ses propres enfants. Bon. Bruno Retailleau, il n'a toujours pas dissous les brigades patriotes du Nord et il fait des appels. Enfin, c'est une incitation à la haine, ce ministre de l'Intérieur. Il y a plusieurs dissolutions de groupes d'extrême droite, peut-être oui, pas celui qui a tué Jamel Benjabala. Voilà. Et donc j'étais avec sa famille et je dois vous dire que les gens qui étaient là, de sa famille, des gens qui s'identifiaient, qui vivent des contrôles aux faciès toute la journée, dont les parents sont inquiets quand ils sortent de chez eux. Enfin, c'est terrible et c'est encore présent. C'est-à-dire que pour certains, combattre l'extrême droite, c'est pas un engagement politique, c'est une question de survie. Et c'est ça qui se joue le 2 juillet. Il y a des partis politiques, les écologistes, les socialistes, Lucie Castet, des communistes, Clémentine Autain, François Ruffin, qui ont décidé que la situation n'était pas plus favorable que l'été dernier, même plus grave, et qui ont décidé de se mettre autour de la table ensemble. Le deuxième sujet qu'on aura traité, c'est celui du projet. Vous voyez bien, par exemple, avec les socialistes, moi, quand ils votent la suite de la 69, je m'étrangle. Sur la censure, on n'était pas d'accord. Bon. On ne va pas mettre la poussière sous le tapis. On ne va pas non plus jouer au jeu des 7 différences. C'est pas le moment. Mais vous arriverez à un accord. Je veux qu'on se mette d'accord sur un programme de rupture, un programme qui aide vraiment les Français. Et nous avons eu... tout le monde attend le 2 juillet, mais je vous trahis un scoop. C'est pas, tout se joue pas le 2 juillet. On a des réunions préparatoires quasiment tous les jours. Mais le 2 juillet, ça sortira. Donc vous allez arriver 2 juillet avec déjà des On idées a beaucoup discuté. précises. Moi, j'ai discuté en bilatéral avec tout le monde. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec Clémentine Autain en sortant de cette émission. Tout le monde parle. Enfin, moi, je travaille avec tout le monde tout le temps parce que ce qui se passe est trop grave et que ça nous oblige. Et sur le mode de désignation? Ensuite, il y aura le mode de désignation. Le côté le plus étroit de l'entonnoir, c'est le problème le plus compliqué. Mais la méthode, on va la trouver parce que vous savez, il y a la gravité. Une fois que vous êtes là dans l'entonnoir, vous êtes obligé de sortir. Vous ne pouvez pas sortir de l'autre côté. Tout le monde engagé. Celui qui dit à la fin, moi finalement je sors du dispositif parce que j'aime pas le mode de désignation, il aura l'air de rien du tout. Ça ne marchera pas. Mais en tout cas, le sujet là, c'est d'avoir le maximum de gens autour de la table parce que j'en entends Jean-Luc et Raphaël. Tous les deux, ils sont très forts quand ils parlent d'antifascisme, ça a de la gueule, c'est rhétorique, c'est de l'emphase. Et comme au ça moment... faire les grands hommes politiques, vous voyez. Bon, moi, je suis une femme. Moi, ce qui m'impressionne, c'est pas la rhétorique, c'est les actes. C'est-à-dire que si ils sont en rhétorique dans l'antifascisme, mais que leurs actes politiques successifs conduisent à une stratégie qui nous met dans le mur et qui empêche la gauche d'être au 2e tour, bah alors j'ai un problème. Mais Olivier Faure, tout à l'heure, nous a dit clairement, il y aura 2 candidats de gauche, de toute façon, à l'élection Jean-Luc Mélenchon et un autre. Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui incarne... Pour l'instant, il y en a 3. Pour l'instant, il y a Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann et une initiative autour. Mais moi, je pense que tout ça, jusqu'au bout, il va se passer beaucoup de choses. Ça va encore être long jusqu'en 2027. Et je pense qu'à un moment, ce qui va se passer, c'est que les électeurs, ils vont être furieux. Moi, je fais en ce moment
très régulièrement des réunions publiques inversées dans tout le territoire. J'étais là à Vauvenay, la Rochette, dans la Drôme. 200 personnes à Vauvenay-la Rochette. 200 personnes qui viennent, et la moitié. Donc pendant 30 minutes, je me tais et j'écoute. Certains politiques feraient bien d'adopter cette méthode, c'est très utile. Et vous n'êtes pas pris à partie ? C'est la salle qui parle. Vous n'êtes pas accusé peut-être de pas... Non, les gens disent on ne compte plus que sur vous, parce qu'on voit bien quel rôle vous tenez et que vous êtes sincère dans cette démarche. Ils disent s'il vous plaît convainquez-les. Ils disent merci, comment ça va se passer le 2 juillet. Ils ont peur en fait et ils se raccrochent au truc qui s'est passé l'été dernier en disant les écologistes ils ont réussi, ils ne sont pas d'accord avec tout le monde, on n'est pas dupes de ça, mais ils sont sur l'essentiel. Battre l'extrême droite et arriver au pouvoir pour changer la vie, vraiment. Marine Tondelier, le temps file et on aimerait vous interroger sur la situation à Gaza. Juste un extrait, vous avez sans doute vu. On a bien compris que votre ennemi, votre adversaire, c'était le Rassemblement national et son allié. Un extrait de ce qui s'est passé dans l'hémicycle cette semaine. Un élu écologiste, Emmanuel Duplessis, qui a directement interpellé Éric Ciotti, l'accusant de faire hospitaliser sa mère dans un service de soins réservé à des séjours de courte durée pendant 18 ans. J'aimerais qu'on l'entende, cette interpellation, et avoir votre avis sur est-ce que franchement, c'est la bonne méthode et c'est la bonne manière de lutter contre le RN et ses alliés. Écoutons cet extrait. Puisque vous n'avez pas encore coûté assez cher à la société, vous vous permettez de faire hospitaliser votre mère pendant 18 ans dans un service de soins réservé à des séjours de courte durée. Coût estimé pour la sécurité sociale, 500 000 €. Mais c'est pas grave, c'est Nicolas qui paye. Que dit la patronne des écologistes quant à cette sortie ? C'est la bonne manière ? Moi, je l'ai suffisamment vécu moi-même, parce que je suis dans l'opposition à l'extrême droite, pour ne pas m'en prendre à la famille des hommes politiques. Mais je vais vous dire, les hommes politiques, ils doivent aussi être exemplaires. Et quand vous prenez des politiques qui font moins de place à l'hôpital, mais que vous avez le luxe, vous, d'avoir quelque part un passe-droit parce que vous êtes politique, là, j'ai un problème. Donc je pense qu'il faut une justice dans ce pays. C'est aussi simple que ça, c'est des mots simples. Vous savez, des fois, on revient à la base et c'est comme ça qu'on comprend. Il faut une justice. Vous ne pouvez pas prôner une société plus austéritaire, plus dure pour tout le monde, mais vous... avoir du coup des passe-droits et bénéficier personnellement de l'inverse de ce que vous prenez politiquement. Les gens doivent être alignés en politique, c'est important, je pense, pour les Français. Mais ça, c'est honnêtement insupportable humainement. On n'attaque pas quelqu'un de cette manière. Oui, moi, je ne l'aurais pas fait, mais Éric Ciotti, vous pensez qu'il n'est pas insupportable humainement? Non, mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le problème. Tout le monde le ressent douloureusement parce qu'il explique que sa mère est tétraplégique, elle est en soins effectivement intensifs. Bon. Passe-droit ou pas de droit, c'est pas le sujet. Si le nouveau Front Populaire était au pouvoir, sa maman aurait une place dans le bon service parce qu'il y aurait des moyens juste pour l'hôpital public et c'est pas juste sa maman qui aurait des soins dans le bon service, c'est tous les Français. Marine Tondelier, les mots du ministre des Affaires étrangères sur notre antenne hier soir, Jean-Noël Barrot, sur la situation à Gaza, Arlette Chabot. Oui, la France, 2 éléments. D'abord, la France est prête à participer à la distribution, ou ce qu'il y a de distribution d'aide alimentaire à Gaza pour éviter effectivement que des hommes, des femmes soient victimes et soient tués pendant qu'ils essayent d'obtenir un peu de nourriture. Et puis, il y a la reconnaissance d'un État palestinien qui est sérieusement envisagé par la France. Est-ce que, vous approuvez l'idée que la France dise nous sommes prêts à intervenir, donc à Gaza, pour protéger? C'est une honte. Je suis très en colère, dit le ministre. Et puis, sur la reconnaissance d'un État palestinien, est-ce que vous dites aujourd'hui, oui, il faut le faire, et sans condition, ou avec condition? Je vais commencer par vous parler de ce qui se passe en ce moment à Gaza, parce que c'est plusieurs centaines de personnes, chaque jour, des civils qui perdent la vie en allant chercher un peu de nourriture pour leurs enfants. Et c'est pas des accidents, c'est pas parce que tout d'un coup il y a une bousculade et que les gens se défendent. C'est des ordres, le journal Haaretz, très sérieux, l'a démontré, ce sont des ordres du gouvernement israélien de tirer sur les civils pour faire régner un climat de terreur. C'est ça qui se passe. Donc oui, un génocide est en cours à Gaza, et tant que l'État français ne sera pas capable de prononcer ce mot, en disant c'est les historiens, plus tard on verra, mais plus tard ce sera trop tard. C'est maintenant que ça se passe, et moi on expliquera quoi dans 10 ans que effectivement les écologistes avaient raison aujourd'hui de parler de génocide. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est les mots, il faut les donner, quoi. Oui, le président refuse en effet à cette heure de qualifier la situation. Vous savez pourquoi il refuse? Parce que s'il disait le mot génocide, alors il devrait reconnaître aussi sa complicité quelque part par son inaction. L'État français, moi, M. Barrot, je l'ai vu il y a quelques mois maintenant, parce qu'une délégation écologiste, moi j'avais perdu ma grand-mère 2 jours avant, donc j'ai dû renoncer au déplacement, mais une délégation écologiste est allée en Cisjordanie, est revenue effarée, parce que c'était aussi la fin de l'UNRWA et la fin de l'aide pour tous les réfugiés palestiniens
y compris en dehors de Gaza. Puis il y a en ce moment des pogroms, en Cisjordanie, c'est extrêmement violent. Ils sont venus, nous avons demandé à M. Barrot une rencontre qu'il a acceptée en lui disant vraiment la reconnaissance des Palestiniens, pourquoi vous ne le faites pas? Je me rappelle de Raymonde Poncet, qui est une sénatrice écolo, qui est très... Enfin, elle vit ça dans sa chair, quoi. Elle milite sur le sujet depuis des décennies. Et qui lui dit, mais moi j'ai honte d'être français, je préférais être espagnol, au moins l'Espagne, ils ont été capables de le faire. Et M. Barrot dit, oui, mais bon, l'Espagne, ils ont été très rapides, ok. Nous, du coup, notre valeur ajoutée, c'est de faire en entraînant d'autres dans nos sillons. Oui. On préfère faire plus tard, mais mieux. D'où cette conférence. Mi-juin. D'où cette conférence. Moi, je trouvais que c'était long d'attendre mi-juin, mais bon, si c'était pour qu'il y ait plein d'États qui sortent avec la France, pourquoi pas. Et là, cette conférence, elle est annulée. Et pour des raisons de présence, des raisons logistiques, entre guillemets. Mais je m'en fous de la logistique. La situation en Iran. On s'en fout de la logistique. On ne va pas expliquer aux Palestiniens qu'ils vont crever encore des centaines par jour pour des raisons logistiques, que la salle n'était pas assez grande et qu'il n'y avait pas d'avion pour amener ces dignités. Enfin, c'est scandaleux, en fait, de dire ça. Donc, la France, elle peut reconnaître l'État de Palestine demain, si elle le souhaite. Demain. Et c'est la demande que vous sur formulez. la scène mondiale, ça aurait de l'impact. J'en ai marre qu'on se trouve des prétextes, j'en ai marre qu'on se trouve des excuses. Vu ce qui se passe là-bas, c'est indécent. C'est sûr que dans le confort d'un bureau parisien, on peut se dire « Ah, c'est peut-être mieux de le faire en septembre, j'aurai un plus grand espace de communication, ce sera mieux, là, il y a trop d'actu. » Il parlait de la détermination de la France hier, quand même, le ministre Affaires étrangères. Mais je m'en fous de sa détermination. Non, mais ça veut dire qu'il y a vraiment... Mais que ça s'accompagne d'actes. On n'est pas sur un plateau de télé LCI. Imaginez-vous à Gaza. Si le mec dit « Non, bon, là, je le fais pas, mais vraiment, moi, je suis déterminé. » Ça vous change quoi, en fait? Vous crevez, vos enfants crèvent. C'est combien de morts de plus jusque septembre? Plus tard, ce sera trop tard. On a l'impression qu'ils attendent qu'il n'y ait plus de Palestine pour reconnaître l'État palestinien de manière posthume. Enfin, ça se joue chaque jour, depuis des mois maintenant. Et ce message est parfaitement passé. Merci infiniment, à vous. Marine Tondelier, d'avoir été notre invitée. Merci Arlette. Restez avec nous sur LCI. LCI Midi se poursuit. On évoquera effectivement une nouvelle fois ce